Toujours dans la dynamique des écosystèmes, nous allons travailler aujourd'hui sur l'organisation d'un système forestier d'une manière un peu particulière, puisqu'il s'agit d'une organisation trophique. Nous savons qu'il existe des relations alimentaires entre les êtres vivants qui font partie du même réseau trophique, entre guillemets. Les êtres vivants de cet écosystème donc vont établir au fil du temps et de manière plus ou moins stable et équilibrée des relations alimentaires. Eh bien, cet établissement de relations alimentaires au sein d'un réseau forme ce que l'on appelle le réseau trophique propre à l'écosystème. Alors bien sûr, si on se place à l'échelle de la planète, on aura un réseau trophique mondial, mais si on se place sur 1 cm3 de terre, par exemple, on aura un écosystème relatif à ce petit centimètre cube. Et entre les deux, donc, il y a tout un ensemble de réseaux trophiques dont l'importance est plus ou moins importante, dont les équilibres et la dynamique sont plus ou moins importants également. Donc il existe des relations alimentaires qui constituent ce réseau trophique dans un écosystème particulier, et ces relations vont permettre une circulation de matière, des échanges de matière entre ces êtres vivants, mais aussi avec l'environnement, c'est-à-dire avec leur milieu de vie. Alors, les relations sont complexes évidemment et donnent à ce réseau trophique en fait un certain dynamisme que l'on peut incorporer à la dynamique des écosystèmes. Nous allons essayer de nous poser la question, essayer de résoudre ce problème de comment ces relations trophiques peuvent être organisées, structurées au sein d'un écosystème, et nous allons prendre l'exemple d'un écosystème forestier. L'organisation trophique de cet écosystème forestier impose bien sûr une dynamique de l'écosystème qui est plus ou moins stable à court terme, mais sur le long terme, il peut y avoir des modifications importantes. Donc nous allons voir que l'étude des relations concernant ces relations, l'étude des relations trophiques va permettre de caractériser le fonctionnement des écosystèmes d'une part, mais aussi sa dynamique d'autre part. Quel que soit l'écosystème, la matière organique, matière minérale, matière organique, constituant les êtres vivants, est constamment transférée et recyclée, notamment par des producteurs, des consommateurs, des décomposeurs. Nous en parlerons tout à l'heure. Donc ces interactions, structurent l'organisation, c'est-à-dire la biodiversité de l'écosystème, l'évolution, c'est-à-dire la dynamique des populations, et le fonctionnement de l'écosystème en termes de production, de flux de matière et de réservoirs, de recyclage de la matière organique, etc. Donc nous allons essayer de comprendre, nous allons continuer en fait à comprendre, nous avons déjà commencé dans les autres cours, nous sommes toujours dans la dynamique des écosystèmes, mais on voit les choses de manière différente. Donc là il s'agit de comprendre, toujours dans la continuité, la complexité des systèmes écologiques. Ils en caractérisent l'organisation. Alors quand je dis ils, ce sont les éléments, tous les éléments, que ce soit biotope ou biocénose, et on peut parler de frontières, d'éléments, de flux, d'interactions, etc. Donc il faut savoir représenter un réseau d'interactions biotiques afin de mettre en évidence sa structure et sa richesse. Alors, essayons de voir dans un premier temps donc, un exemple de réseau trophique très simple qui est formé par des chaînes alimentaires. Ces chaînes alimentaires sont en relation les unes avec les autres. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Et puis nous verrons ensuite, dans un deuxième temps, que l'organisation
de ce réseau trophique est pyramidal. Et ensuite, nous prendrons un exemple d'organisation fonctionnelle d'un écosystème. Alors commençons par donner un exemple de réseau trophique, donc formé de chaînes alimentaires qui sont reliées les unes aux autres à travers quelques exemples d'animaux qui sont en lien les uns avec les autres, qui sont, alors non pas enchaînés, hein, mais on dit des chaînes, des relations, des chaînes alimentaires, etc. Bon. Donc il y a dans les écosystèmes forestiers, bien sûr, une biodiversité qui est très importante. Alors on n'a pas toujours conscience de cette biodiversité, mais en général elle existe vraiment et elle est très importante, ne serait-ce que si l'on regarde autour de nous, alors nous voyons certains éléments de la biocénose, mais ce que nous ne voyons pas, c'est ce qu'il y a par exemple dans la terre, où il y a les décomposeurs, mais pas que cela. Il y a des bactéries également, des virus. Donc il y a tout un réseau, un réseau trophique très compliqué, très complexe. Donc la biodiversité est importante dans cet écosystème forestier. Il y a de très nombreuses relations formant des chaînes alimentaires. Toutes ces chaînes alimentaires forment un réseau, donc elles sont interconnectées, et ce réseau s'appelle le réseau trophique. Alors, lorsque l'on représente donc ce type de réseau, donc ces chaînes alimentaires ou ce réseau alimentaire, on peut établir des relations entre les espèces concernées. Ça veut dire que des espèces sont directement en lien les unes avec les autres, soit certains éléments sont mangés, soit d'autres mangent. Bon. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure dans un exemple. Donc on établit des relations entre des espèces concernées. On prend un exemple d'écosystème forestier, mais il y a plusieurs écosystèmes forestiers. Il y a des forêts de sapins, il y a des forêts de chênes, des forêts de hêtres, etc., etc. Et donc il faut s'adapter, pas s'adapter, mais il faut raisonner et réfléchir selon l'endroit que l'on étudie. Mais là, on va donner un exemple de manière générale. Donc les espèces qui sont en relation les unes avec les autres ne donnent pas d'indication sur la taille des populations. Si on voit par exemple une buse, on en voit une, mais on ne sait pas combien il y en a exactement. Il faut faire des études pour voir combien il y a de buses, par exemple, et en déduire le reste. Par exemple, il y a combien de mésanges, combien de chenilles, combien de ceci, combien de cela. Donc, on ne connaît pas trop, lorsqu'on regarde d'un simple coup d'œil, donc l'importance de la quantité et l'importance de la qualité de ces flux de matière et d'énergie qui circulent au sein des écosystèmes. Alors, commençons par exemple on a un chêne. Le chêne a des feuilles, des glands, et ces feuilles sont mangées par des chenilles. Donc vous voyez, c'est une première chaîne alimentaire, un premier petit réseau avec deux éléments, une chenille, une feuille, la feuille du chêne. Le chêne, c'est un producteur de matière organique grâce à la photosynthèse. Donc le chêne est ce que l'on appelle autotrophe, il se suffit à lui-même. Grâce à l'énergie solaire, il est capable par la photosynthèse de produire de la matière organique. Alors cette matière organique, elle va se retrouver dans la chenille, si la chenille mange la feuille. La chenille, elle, n'est pas capable de faire ce que l'on appelle la photosynthèse. Elle n'est pas autotrophe, elle est hétérotrophe. Ça veut dire qu'elle a besoin de la matière organique d'autres espèces, en l'occurrence une espèce végétale, par exemple ici le chêne. Donc les feuilles vont pouvoir, lorsqu'elles vont mourir à l'automne, donc tomber par terre, et enrichir le sol en matière organique. Donc on va voir les décomposeurs qui vont avoir une action très importante, puisque grâce à la microfaune du sol, eh bien, la matière organique du sol va être transformée en matière minérale. Donc ce sera de l'azote, du potassium, du phosphore, du calcium, du magnésium, etc. Et puis, il y a également donc ce que l'on appelle, concernant cette matière organique du sol, elle va être alors non seulement décomposée, dégradée par la microfaune pour produire de la matière minérale, mais également utilisée par des bactéries et par des
ce qu'on appelle les mycorhizes, qui sont des associations entre les champignons et les racines de l'arbre. Voilà, donc là il y a des relations très complexes qui s'établissent à travers notre exemple simple. On imagine bien que les choses sont compliquées. Une mésange, par exemple, va intervenir dans ce réseau trophique, elle sera mangée par la buse. Mais la mésange va aussi manger la chenille. Donc ça veut dire que si l'on raisonne de manière très simple, on voit qu'il y a d'une part les producteurs de matière organique grâce à la photosynthèse, donc ce sont les végétaux, et il y a des décomposeurs au niveau du sol qui vont décomposer cette matière organique pour former de la matière minérale. Il y a des consommateurs primaires de ces feuilles, donc de ces végétaux qui sont produits. Par exemple, la chenille est un consommateur primaire. Et puis il y a des consommateurs secondaires, par exemple la mésange qui va manger la chenille. Elle a besoin de matière organique. C'est la chenille qui va lui en apporter. Elle ne mange pas les feuilles, cette mésange. Donc elle n'est pas herbivore. Elle est, dans ce cas-là, on peut dire qu'elle est carnivore. Et puis la buse elle-même a besoin de matière organique pour vivre. Elle va manger la mésange qui lui apportera les matières organiques. Donc vous voyez que les relations trophiques entre quelques êtres vivants dans un écosystème forestier sont en apparence très simples, mais en réalité très compliquées. Ensuite, essayons de préciser davantage cette organisation en réseau trophique. Elle a une allure pyramidale. Pourquoi pyramidale? Parce que vous allez avoir au départ des producteurs primaires que sont les végétaux, donc qui vont produire de la matière organique, mais cette matière organique, elle est nécessaire à ces végétaux. Si les végétaux produisent de la matière organique, c'est pas pour les offrir à un lapin, c'est pour elles-mêmes. Cette matière organique, pour la plante, est importante, elle l'utilise, puisque les végétaux sont faits de matière organique. Mais ils sont faits de matière organique qu'ils fabriquent eux-mêmes. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont autotrophes. Enfin, ces plantes sont autotrophes. Les plantes vertes, par exemple, possèdent de la chlorophylle. La photosynthèse est possible, production de matière organique et rejet de dioxygène. Et vous savez que le dioxygène va servir pour la respiration cellulaire, pour produire de l'énergie. Bon. Donc on a dit ces producteurs primaires vont fabriquer cette matière organique grâce à la photosynthèse pour eux-mêmes et non pas pour l'écureuil, pour la mésange ou pour les insectes. Mais il y a des mangeurs d'herbes que l'on appelle des consommateurs. Ce sont des consommateurs primaires. Une biche, un cerf, une vache. Ils mangent de l'herbe. Voilà. Et grâce à cette herbe, grâce à ces végétaux, ils produisent leur propre matière organique à partir de la matière organique des producteurs primaires. Ça veut dire qu'une vache, par exemple, qui mange de l'herbe dans un champ, elle va produire du lait. Le lait, c'est bien de la matière, entre autres, de la matière organique. Elle va produire ses muscles également, ses os, etc. Lorsqu'elle met au monde un veau, ça veut dire que la vache a fabriqué de la matière organique, c'est le petit veau, en fait, et ce veau va grandir, et grâce à la matière organique qu'il produira lui-même, grâce à ses fonctions propres, mais grâce aussi au fait qu'ils vont brouter, manger de l'herbe, eh bien, va faire que cette matière organique, enfin cette vache est constituée entièrement de matière organique. Quand je dis entièrement, c'est pas entièrement, il n'y a pas que de la matière organique. Bon. Et puis donc ces consommateurs primaires, qui sont des herbivores, eh bien, vont être mangés par des consommateurs secondaires, qui seront des carnivores. Alors on peut avoir carnivores, omnivores,
hein. Les omnivores mangent à la fois de la viande et à la fois des végétaux. Bon. Donc là, vous voyez que déjà les relations se complexifient du fait que l'on passe des producteurs primaires aux consommateurs primaires, puis aux consommateurs secondaires. Et puis on peut avoir des super prédateurs, super consommateurs, qui sont en haut du niveau trophique considéré. Par exemple, si c'est une petite portion de forêt, bon, s'il n'y a pas de loup, il n'y a pas de lion, etc., mais s'il y a des renards, bien le renard, dans cet endroit, sera le principal consommateur secondaire, donc c'est lui qui va gérer, en quelque sorte, enfin c'est lui le chef, quoi, c'est lui le roi. Si vous allez dans la savane, il y a des lions. Bon, c'est plutôt le lion, peut-être, qui est le super prédateur. Donc vous voyez que, alors j'ai oublié de dire qu'il y a également des décomposeurs. Il y a également dans le sol, donc des êtres vivants qui vont s'occuper de dégrader la matière, ce que les producteurs primaires ont fabriqué. Donc ce seront les décomposeurs. Donc on va en reparler un peu après. Donc la place d'un être vivant dans une chaîne alimentaire permet de définir ce que l'on appelle le réseau trophique. Il y a bien ce que l'on avait appelé les producteurs primaires, puis il y a un ou plusieurs niveaux de consommateurs primaires, secondaires et puis tertiaires éventuellement. Donc à ce moment-là, c'est le super prédateur de l'écosystème considéré. Mais il y a également les décomposeurs, donc le niveau de consommateur du sol est qualifié de décomposeur. Alors, ces consommateurs primaires, secondaires, tertiaires, super prédateurs en fait, donc ces consommateurs se nourrissent de matière organique, ils ne sont absolument pas autotrophes, ils ont besoin de matière organique produite par les producteurs primaires, qui eux sont autotrophes. Donc ces consommateurs dépendent des producteurs, alors soit directement dans le cas des phytophages, qui sont les producteurs primaires, qui sont les consommateurs primaires, donc les herbivores en quelque sorte, et soit indirectement dans le cas des zoophages, qui sont des consommateurs secondaires ou d'ordre supérieur, superprédateurs par exemple. Les consommateurs sont hétérotrophes, pardon. Donc les producteurs primaires sont autotrophes, parce qu'ils fabriquent leur propre matière organique grâce à l'énergie solaire, grâce à la photosynthèse également. Et les consommateurs, eux, ceux qu'ils soient secondaires ou d'ordre supérieur, sont des hétérotrophes qui ont besoin de matière organique produite par les producteurs primaires. Ensuite, il y a au niveau du sol, donc des décomposeurs. Alors au niveau du sol, ça peut être au niveau de la litière, hein, ou sous la litière. Ensuite, au niveau de l'humus, au niveau de la couche minérale. Bon. Il y a des décomposeurs qui utilisent la matière organique morte provenant des producteurs et des consommateurs morts. Évidemment, lorsque les herbivores vont mourir, ils vont se décomposer. Et les décomposeurs vont s'occuper de leur décomposition pour, à partir de cette matière organique morte, en fait, produire de la matière minérale. Alors, matière minérale qui sera absorbée à nouveau par les racines des plantes qui sont donc des producteurs primaires. Donc ça veut dire que ces producteurs et ces consommateurs morts, en fait, vont être transformés en matière minérale grâce aux décomposeurs qui utilisent leur matière organique. Alors, on distingue ce que l'on appelle les détritivores, par exemple les vers de terre, qui consomment donc des cadavres et des excréments, et d'autre part les transformateurs, par exemple les bactéries et les champignons, qui terminent la décomposition de la matière organique jusqu'à sa minéralisation totale, ce qui permet un recyclage de la matière organique, puisque la matière organique qui se décompose est transformée en matière minérale, et la matière minérale est réutilisée par les producteurs primaires. Alors, ça veut dire que l'organisation d'un écosystème, son organisation fonctionnelle est très complexe et se situe à plusieurs niveaux, mais tous ces niveaux sont en relation, forment un réseau trophique, sont en relation donc les uns avec les autres. Donc cet écosystème fonctionne grâce à l'énergie solaire indispensable et grâce au recyclage de la matière. Donc si vous prenez par exemple
le soleil. Il y a le soleil. Le soleil va permettre la photosynthèse grâce, enfin les producteurs primaires en tout cas vont faire la photosynthèse grâce à la présence d'énergie lumineuse. Alors, ces producteurs primaires vont libérer du dioxyde de carbone dans l'atmosphère parce que les consommateurs, les producteurs primaires ne font pas que la photosynthèse. La photosynthèse, globalement, c'est grâce à l'apport de dioxyde de carbone et de d'éléments minéraux et d'eau. Eh bien, c'est la formation de matière organique grâce à ce CO2 et à la matière minérale pour former de la matière organique. Mais, donc c'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Mais les producteurs primaires ont également besoin d'énergie pour vivre. Or, l'énergie, elle est produite par la respiration cellulaire. C'est-à-dire que le dioxygène doit pénétrer dans les cellules végétales, du glucose également. Ça tombe bien, c'est de la matière organique produite par les plantes. Donc ils ont directement la production de glucose et de dioxygène, puisque la photosynthèse, c'est libération de matière organique et de dioxygène. Or, le dioxygène sert à produire de l'énergie grâce à l'oxydation du glucose. Donc ça veut dire que ces producteurs primaires vont pouvoir produire non seulement leur propre matière organique, mais assurer également la production de réserves énergétiques et utilisation de cette énergie pour vivre. Puisque n'oublions pas que les producteurs primaires, donc les plantes, ont besoin également d'énergie sous forme d'adénosine triphosphate pour un très grand nombre de réactions de leur métabolisme. Alors, donc il y a bien de la part des producteurs primaires rejet de CO2, donc il va s'accumuler dans l'atmosphère, et ce CO2 va pouvoir être utilisé par ces mêmes producteurs primaires pour produire la matière organique. Donc il y a les consommateurs primaires qui vont utiliser les produits des producteurs primaires. Les consommateurs primaires, eux, vont être mangés par les consommateurs secondaires, qui eux-mêmes seront mangés par les consommateurs tertiaires. Que ce soit les producteurs primaires, les consommateurs primaires, les consommateurs secondaires ou les consommateurs tertiaires, tous émettent du dioxyde de carbone parce que la respiration cellulaire leur fournit de l'énergie. Et en parallèle à l'apport d'énergie, à la fabrication de l'énergie, il y a un rejet de dioxyde de carbone. D'abord rejet par les cellules, puis ensuite rejet dans l'atmosphère. Alors, producteurs primaires, consommateurs primaires, secondaires, tertiaires, eh bien, lorsqu'ils meurent sous forme de cadavres, c'est un peu bête ce que je dis, ils meurent, et les cadavres, c'est-à-dire feuilles, bois morts, les animaux morts également, forment une matière organique qui va se retrouver dans le sol et être décomposée par les décomposeurs qui vont transformer cette matière organique en éléments minéraux. Ces éléments minéraux vont être absorbés par les producteurs primaires au niveau de leurs racines. Donc là, vous voyez bien que au terme de ce que l'on appelle la respiration cellulaire, les fermentations également, la photosynthèse, eh bien, tous ces mécanismes métaboliques, entre guillemets, toutes ces réactions chimiques existent au sein d'un écosystème. Il s'agit bien là d'une organisation fonctionnelle. Lorsque l'on dit qu'une cellule est une unité structurale et fonctionnelle, ça veut dire que, universellement, entre guillemets, une cellule a une certaine structure, et à l'intérieur de cette structure, il y a une fonction. Donc, il y a une unité fonctionnelle au sein d'une unité structurale. Et donc, au niveau de l'écosystème, eh bien, on retrouve globalement ces unités structurales et fonctionnelles à travers l'utilisation de l'énergie solaire pour fabriquer de la matière organique qui va subir un cycle pour passer
de l'un à l'autre des éléments de la biocénose, et en combinaison avec le biotope, eh bien, cet écosystème forestier va fonctionner parfaitement, plus ou moins parfaitement. Alors, un écosystème, eh bien, il est parcouru par des flux de matière qui vont passer d'un réseau trophique au suivant. Il y a une dynamique des écosystèmes grâce à ce flux de matière. La matière est continuellement recyclée, en partie grâce au sol et grâce aux décomposeurs qui vont décomposer la matière organique, mais aussi par la respiration cellulaire de tous les êtres vivants de l'écosystème qui vont permettre le rejet de dioxyde de carbone qui lui sera réutilisé par les plantes pour produire de la matière organique. Et on a bien un cycle, puisque lorsque la photosynthèse sera faite, le rejet de dioxygène va permettre la production d'énergie et en même temps le rejet de dioxyde de carbone. Donc on a bien un cercle, un réseau, un recyclage dans ce réseau de matière. Donc je répète, en partie grâce au sol, grâce à la décomposition, mais en grande partie aussi par la respiration de tous les êtres vivants de cet écosystème. L'énergie nécessaire aux êtres vivants est obtenue, comme nous l'avons dit, à partir de matière organique qui sera utilisée au cours de la respiration cellulaire. Le glucose, par exemple, l'oxydation du glucose rejette dans l'atmosphère du CO2, de l'eau, et produit de l'énergie sous forme de molécules d'adénosine triphosphate. En ce sens, les mitochondries ont un rôle très très important dans les cellules. Donc on a la respiration cellulaire, comme on a dit, on a également des fermentations lorsque le dioxygène n'est pas présent. Donc finalement, c'est la photosynthèse, et donc c'est grâce à l'énergie solaire donc, que cet écosystème peut fonctionner grâce à son réseau trophique et grâce à tous ces cycles, qui ont une certaine dynamique, qui tente à l'équilibre, mais qui en fait n'est jamais équilibré. Un écosystème n'est jamais à l'équilibre parfait. Alors, donc, si on prend un autre exemple de petits réseaux trophiques, on va dire, on a de l'herbe. L'herbe, elle est produite par quoi? Eh bien, ce sont des producteurs primaires. Eh bien, l'herbe, bon, il y a des graines, il y a des rhizomes, il y a des racines, il y a des bulbes, etc. Donc on a tous les végétaux qui ont leur propre façon de fonctionner pour vivre, en fait. En tout cas, ce sont les producteurs primaires qui fabriquent la végétation. Cette végétation, en fait, va être consommée par des herbivores, par exemple le lapin, des insectes tels les criquets. Donc ce sont bien des consommateurs primaires parce qu'ils consomment en premier les producteurs primaires. L'herbe est mangée par le lapin, par le criquet. Et ces consommateurs primaires vont eux-mêmes être mangés par des consommateurs secondaires, par exemple le renard qui va manger le lapin, ou bien la musaraigne qui va manger le criquet. Et ensuite, il y a des consommateurs tertiaires, par exemple le hibou qui va manger la musaraigne. Autrement dit, là, les deux, le sommet de la chaîne pyramidale sera le hibou. Ensuite, ce sera le renard, puis la musaraigne, puis criquet et lapin, puis l'herbe elle-même. Mais bon, là, c'est plus un consommateur. Bon, voilà. Et puis, il y a également, n'oublions pas, dans le sol, donc ce que l'on appelle des lombriques, qui sont des décomposeurs. Donc, on a toujours, dans ces réseaux trophiques, dans ce flux de matière, en fait, on a toujours une forme pyramidale, entre guillemets, qui s'explique par le fait qu'une partie seulement de la biomasse d'un niveau constitue la biomasse du niveau supérieur suivant. En fait, tout n'est pas consommé. Si par exemple il y a 100 tonnes d'herbe qui est produite, peut-être qu'il n'y a que 10 tonnes qui vont être consommées, et le reste ne sera pas consommé. Donc ça veut dire qu'il y a des pertes,
Il y a donc une réduction de la biomasse à chaque niveau trophique. Alors, l'énergie solaire, elle est exploitée par les plantes, par les producteurs primaires, donc par les végétaux chlorophylliens, pour produire la matière organique qui va constituer le premier maillon de toutes les chaînes alimentaires. Et cette matière organique va être recyclée parce que le dioxyde de carbone rejeté par la respiration sera absorbé par la photosynthèse et puis transformé. En fait, plusieurs molécules vont être assemblées pour former de la matière organique. Alors on rappelle que la matière organique, c'est la matière qui contient du carbone. La chimie organique, c'est la chimie du carbone. Les matières organiques donc contiennent du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène, etc. Et puis, donc cette matière, elle est recyclée également parce que les éléments minéraux qui proviennent de la décomposition sont réabsorbés par les racines des plantes. Alors, donc là, cette étude des relations trophiques, elle a bien permis de caractériser le fonctionnement d'un écosystème, de même que sa dynamique. Donc dynamique et fonctionnement de l'écosystème sont des paramètres très importants qui englobent eux-mêmes plusieurs paramètres et plusieurs unités fonctionnelles entre guillemets. Un réseau trophique, il regroupe l'ensemble des relations alimentaires entre les individus d'un écosystème. Ce réseau trophique traduit des circulations de matière et d'énergie au sein d'une biocénose, donc entre les êtres vivants. Donc ça traduit donc des chaînes de circulation au sein d'une biocénose. Ces relations trophiques qui existent entre les êtres vivants d'un écosystème forestier font que la biodiversité est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle entretient en fait ces relations trophiques de manière à ce qu'il y ait non seulement une dynamique au sein de ces écosystèmes, mais également un relatif équilibre entre les êtres vivants, c'est-à-dire dans les éléments de la biocénose, mais également en relation avec l'environnement, c'est-à-dire en relation avec le biotope. Autrement dit, dans une dynamique des écosystèmes, à travers ces relations trophiques, à travers ces flux et circulations de matière, eh bien, il y a bien une chaîne alimentaire sous forme pyramidale. On parle de réseau alimentaire, de chaîne alimentaire. Donc il y a différents niveaux trophiques. On parle de producteurs primaires, des consommateurs et des décomposeurs, sachant qu'il y a plusieurs niveaux de consommateurs. Donc là, on a bien compris qu'il y a des flux de matière et des cycles géochimiques qui existent également, et dont nous reparlerons un petit peu plus tard. L'organisation fonctionnelle d'un écosystème est évidemment comprise à la lumière de ce que nous venons d'expliquer, et au sein d'un écosystème, les êtres vivants vont constituer en quelque sorte un stockage de matière vivante que l'on appelle la biomasse. Bio, ça veut dire vie, donc la masse en relation avec la vie. Si on prend tous les végétaux, il y a une certaine masse, c'est une biomasse correspondant aux producteurs primaires, de même qu'il y aura une biomasse des consommateurs et une biomasse des décomposeurs. Donc cette biomasse, elle va générer des flux de matière qui vont circuler d'un niveau à un autre du réseau trophique. Et grâce à la photosynthèse qui est réalisée par les végétaux chlorophylliens, on a bien production de matière organique qui sera utile et nécessaire, donc il sera une source de nourriture pour d'autres êtres vivants que sont ces producteurs primaires, mais également ces consommateurs. Donc la respiration cellulaire, lorsque le dioxygène intervient pour oxyder le glucose et produire de l'énergie, donc cette respiration cellulaire des êtres vivants et la décomposition en parallèle de la matière, dans le sol par exemple, va assurer un recyclage de la matière, et c'est donc bien au final la photosynthèse et donc le soleil, l'énergie solaire, qui fait fonctionner tout l'écosystème. Alors, donc nous avons terminé cette étude, nous avons répondu au problème, on se posait le problème de savoir comment les relations trophiques étaient structurées au sein d'un écosystème, d'un exemple d'écosystème forestier.
on a compris que l'organisation trophique de cet écosystème forestier est très important à comprendre, qu'il y a une dynamique de cet écosystème, un réseau trophique, donc une organisation trophique très importante, et nous avons compris que le soleil est la source principale d'énergie qui permet aux producteurs primaires de fabriquer de la matière organique, ce sont des autotrophes, et ce qui permet aux hétérotrophes, que sont ces consommateurs primaires, secondaires et d'ordre supérieur, eh bien, qui leur permettent donc d'acquérir en quelque sorte, de s'approprier la matière organique des producteurs primaires. Le cours est terminé. Merci. Alors toujours ce sourire idiot. Je fais toujours rire.